Pourquoi la ville de Pont-Saint-Esprit a-t-elle été victime d'un épisode de folie collective? Enquête sur cette énigme dont personne n'a encore trouvé la clé. Le point critique de cette histoire, ça se situe le 8e jour. Là, il va y avoir une espèce de folie, de panique incroyable dans la ville. Qui est Marie-Madeleine? Cette femme semble avoir accompagné Jésus durant toute sa vie, mais son rôle auprès de lui génère depuis des siècles débats et polémiques. Le Vatican est dans la négation de toute possibilité d'un lien charnel entre Marie-Madeleine et Jésus. Qui se cache derrière le masque de fer? Plongé au cœur de la vie de cet homme sans nom et sans visage, dont l'identité reste encore un véritable mystère. Ces gens vont disparaître totalement des contrôles des prisons. Donc il y a un grand secret qui tourne autour. Au fond, ce sont des prisonniers qui ne doivent plus exister. Découvrez ce soir 3 enquêtes mystérieuses inédites. Des énigmes que le temps n'a pas permis de résoudre. « 25 août 1951. Ce jour-là, un petit village du Gard, un département du sud de la France, va vivre une véritable nuit d'horreur. La commune de Pont-Saint-Esprit est frappée par un mal étrange. Une partie de sa population est littéralement prise de démence. Cette nuit-là, en fait, c'est une nuit un peu de film d'horreur à Pont-Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est peut-être la nuit, le point culminant de cette affaire où on a peut-être le plus de personnes qui sont frappées par ce mal. Pour un journaliste américain, Hank Albarelli, ces étranges événements auraient été causés par des expérimentations menées par la CIA. Un journaliste qui aurait eu accès à des archives déclassifiées du gouvernement américain, dans lesquelles un biologiste ou un chimiste qui fait partie de la CIA évoque l'incident de Pont-Saint-Esprit. Pourquoi cette affaire n'a jamais été résolue? Toute cette histoire s'est terminée en 1965. Les experts ne sont pas arrivés à s'entendre sur l'origine de cette maladie. Retour sur l'énigme du pain maudit de Pont-Saint-Esprit, ou comment un village et ses habitants ont subitement été en proie à la folie. « 17 août 1951, à Pont-Saint-Esprit. Cette cité médiévale bordée par le Rhône vit un été plutôt tranquille. Les fêtes traditionnelles s'enchaînent dans la joie et la bonne humeur. Les 3000 habitants de cette commune du sud de la France ne se doutent pas que cette journée du 17 août 1951 va marquer son destin à jamais. Nous sommes donc à Pont-Saint-Esprit, qui est vraiment dans le nord du Gard, à la limite de l'Ardèche, une petite cité provinciale avec quelques quartiers moyenâgeux de 3000 habitants, vraiment une ville paisible de province. Il faut déjà resituer un peu l'ambiance de l'époque. On est 5-6 ans après la guerre, après la fin de la guerre. Donc il y a encore des séquelles, des bombardements sur la ville, mais de manière générale, les Espéripontains sont plutôt détendus. On est en période de préparation de la grande foire qui va avoir lieu le 1er septembre. Voilà, il y a une très bonne ambiance en plein été, il fait beau, les gens sont plutôt confiants. Ce jour-là, le docteur Gabaye rentre de congé et va rejoindre donc son cabinet médical. Donc il pense que tout sera tranquille. En général, l'été, il n'y a pas beaucoup de pathologies, de malades. Et là, de manière surprenante, il voit vraiment un attroupement autour de sa salle d'attente et il se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, donc, ça va défiler toute la journée. Alors,
Les uns ont mal au ventre, les autres ont des vertiges. Enfin, tous ont à peu près la même pathologie, c'est-à-dire des nausées, des vertiges, des coliques, des frissons. Le docteur Gabaï n'a pas arrêté de la journée. Cette soudaine agitation pose question. En soirée, il rencontre par hasard l'un de ses deux confrères. Comme lui, il a été submergé de patients présentant des symptômes pour le moins étranges. Le soir, le docteur Gabaï, qui a fait un peu se reposer donc, de cette journée harassante, va se promener dans la ville. Il tombe par hasard sur un de ses confrères. Et tous les deux échangent, ils font la même constatation. Ils ont eu tous les deux énormément de patients avec les mêmes symptômes. Donc là, il commence à se poser des questions. Il y a quelque chose de particulier qui se trame à Pont-Saint-Esprit. Apparemment, donc, autour d'une intoxication, quelque chose qui aurait, une épidémie, on ne sait pas trop encore, qui aurait contaminé les habitants. Que se passe-t-il dans la ville de Pont-Saint-Esprit? Au soir du 17 août 1951, les trois médecins ne s'expliquent pas comment des dizaines d'habitants de la ville se sont retrouvés dans leur cabinet médical. Mais dès le lendemain, la situation va prendre une tournure totalement inattendue. Dès le lendemain, donc, il commence à y avoir quelques problèmes d'hallucination et ça va aller crescendo. Au fur et à mesure que les jours passent, alors les gens ont l'impression que des serpents leur dévorent le ventre, que des tigres les assaillent. Il y en a une qui a l'impression qu'une araignée est constamment en train de lui manger le visage. C'est-à-dire qu'à la base, ils arrivent pour des maux de ventre, à la base, ils arrivent pour des accès de colère, pour des problèmes comportementaux, mais ces problèmes-là s'aggravent. Certains sont dans des délires complets. Puis il y en a qui vont, par exemple, si le médecin est en face d'eux, ils vont lui voir un énorme nez ou des oreilles d'une taille délirante. D'autres vont avoir un délire de persécution, vont être convaincus que la terre entière veut leur mort et qu'ils sont l'objet d'un complot. Le docteur Gabaï témoignera quelques années plus tard à la télévision. Le médecin a été considérablement marqué par ces événements, sa propre fille ayant été victime de ce mal étrange. Elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Au soir du 21 août, Pont-Saint-Esprit compte près de 130 personnes présentant des symptômes particulièrement mystérieux. Mais ce qui était un simple problème de santé publique va devenir une affaire judiciaire. Un paysan de la région va succomber de ce mal inconnu. Ce qui va mettre une pression supplémentaire dans cette histoire-là, c'est que le 4e jour, l'hôpital va appeler les policiers à Nîmes et le médecin, le docteur Gabaï, en lui disant voilà, il y a un premier décès. On a déjà le premier mort, qui est un paysan de Carsan, un village à côté de Pont-Saint-Esprit. C'est un monsieur donc, qui s'appelle dénommé Mison, qui, après une souffrance terrible, des hallucinations incroyables, est décédé. Et on a beaucoup de personnes qui sont admises à l'hôpital de Pont-Saint-Esprit, dont souvent l'état se détériore. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a une espèce de conseil de guerre qui est fait avec le maire. Et des médecins sont appelés en renfort de Montpellier, des internes, pour pouvoir aider la population, parce que ça prend des proportions qui sont de plus en plus effrayantes. Ce premier décès va créer une véritable psychose chez les spiripontains. Sans réponse de la part du corps médical, les habitants se croient frappés par une étrange malédiction. La rumeur prend le pas sur le fait. Mais après l'annonce du premier décès, la police qui enquête secrètement sur ces étranges événements pense enfin tenir une piste crédible. Les rues se vident, on n'a pas envie d'attraper cette maladie qu'on ne connaît pas. Ça fait penser à la peste ou à la lèpre autrefois qui arrivait, les gens ne savaient pas comment ça se transmettait, et là on est un peu dans ce schéma-là. On est particulièrement dans le flou, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qui fait que petit à petit il y a un emballement qui va permettre après de déboucher sur une forme d'hystérie collective. Vu le nombre de personnes qui commencent à souffrir de symptômes, effectivement, la police s'en mêle. Et assez rapidement,
on les oriente vers le pain. Il y a une famille de 7 personnes qui a été contaminée. Tous les membres sont malades, sauf un des fils. Alors là, on l'interroge, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez mangé? Il dit, oh ben non, j'ai simplement acheté ma baguette de pain dans un village à côté, et j'ai mangé au repas ma baguette, alors que la famille a mangé le pain de la ville. Les gens qui souffrent de ce mal ont tous acheté leur pain ce matin-là dans une certaine boulangerie qui se situe dans la Grand Rue, à Pont-Saint-Esprit. Les médecins, aidés des gendarmes, constatent qu'ils ont tous acheté du pain dans la boulangerie Briand. Et les symptômes étant apparus le 17, on suppose que les fournées du 15 et du 16 sont à l'origine de l'épidémie. Il y a un boulanger qui est à Saint-Giniès-de-Comolas, qui est un village au sud de Bagnols-sur-Cèze, qui, quelques jours avant l'affaire, on parle de 4-5 jours avant, signale au maire de son petit village que la farine qu'on lui a livrée, qui arrive de l'Indre et de la Touraine, en fait, elle lui inspire pas confiance. Il la trouve particulière, il la trouve bizarre, donc il se dit qu'il ne va pas s'en servir pour faire du pain. Donc il ne le fera pas. Mais la farine qui arrive à Saint-Giniès-de-Comolas, c'est la même que celle qui arrive dans toutes les communes du coin, y compris Pont-Saint-Esprit. Et donc c'est vrai qu'on commence à avoir un doute à ce moment-là, puisque cette farine-là était visiblement, pour le moins, pas de bonne qualité. Des échantillons de farine sont immédiatement envoyés à un laboratoire d'analyse situé à Marseille. Mais alors que la ville attend les résultats, les habitants de Pont-Saint-Esprit vont vivre une véritable nuit d'horreur. Dans la ville, comme à l'hôpital, les malades vont avoir des réactions absolument délirantes. Le point critique de cette histoire, ça se situe le 8e jour, la nuit du 25 au 26 août, donc 1951. Cette nuit-là, en fait, c'est une nuit un peu de film d'horreur à Pont-Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est peut-être la nuit, le point culminant de cette affaire où on a peut-être le plus de personnes qui sont frappées par ce mal en même temps. Là, il va y avoir une espèce de folie, de panique incroyable dans la ville. C'est la fameuse nuit de l'apocalypse. Ça démarre à minuit. Tous les témoins de cette époque-là le disent. Hein. Entre minuit et 1h, les gens d'un coup se lèvent avec une espèce d'angoisse terrible, des crises de démence, d'hallucination. Donc ils sortent dans la rue. On voit des gens marchant, d'un coup qui se déshabillent, d'autres qui crient, d'autres qui se jettent par la fenêtre. D'autres encore vont voir des espèces de bouquets de fleurs naître de rien et éclore devant eux pour ensuite prendre des formes complètement baroques. On a des personnes qui sont poursuivies par des tigres, par des monstres. On voit qu'il y a des charrettes où on a accroché des gens parce que tellement ils étaient devenus déments. Leur famille les ont enserrés avec des cordes sous les charrettes, ils se mettent à hurler. On a également des symptômes de rétrécissement du corps. Les gens ont l'impression que leur coude rentre dans leur poitrine, que les murs ou le plafond se baissent, donc on a des fantasmes d'écrasement. On a vraiment une grande variété d'hallucinations, et donc certains sont persuadés qu'ils peuvent voler, certains sont persuadés que s'ils ouvrent la fenêtre et qu'ils sautent, ils vont s'envoler. Le docteur Gabaye, qui a été donc un des premiers protagonistes de cette affaire, évidemment est réveillé. C'est un de ses patients qui reconnaît, qui se jette par du 2e étage, qui tombe. On saura plus tard qu'il avait les deux jambes cassées, mais il continue à courir. Donc on est obligé d'empêcher les gens de se défenestrer. À 2h du matin, on a une quarantaine de malades qui n'ont pas pu être retenus et qui errent à moitié nus dans les jardins d'hospice. Aujourd'hui encore, cette terrible nuit hante les esprits des habitants. 5 personnes auraient trouvé la mort lors de cet étrange épisode de folie collective. À l'époque, grâce aux résultats du laboratoire marseillais, les policiers pensent avoir mis le doigt sur la cause de cette démence. La farine contiendrait de l'ergot de seigle. Ce champignon parasite pousse sur les céréales et contient une molécule dérivée d'une drogue hallucinogène, le LSD. Et les premières analyses à Marseille font état de présence d'ergot de seigle dans les échantillons. Donc ça, c'est effectivement une avancée décisive dans le début de l'enquête. L'ergot de seigle, c'est lié à un champignon microscopique donc qui s'attaque aux céréales, mais surtout au seigle. Et cet ergot renferme un certain nombre d'alcaloïdes, de molécules, qui sont des dérivés de ce qu'on appelle l'acide lysergique, très voisin du LSD.
Donc on a une première piste par rapport au pain qui serait susceptible d'avoir provoqué les symptômes, ce qui, par prudence, pousse le maire à fermer toutes les boulangeries de la ville. Cette nouvelle soulage les habitants. Mais leur joie est de courte durée. Le 3 septembre 1951, la piste de l'ergot de seigle s'effondre. Une seconde analyse de la farine réfute la présence de ce champignon aux vertus hallucinatoires. Pendant des années, la justice va étudier de nombreuses hypothèses pour tenter d'expliquer ce mystérieux empoisonnement. La justice n'est pas capable de rendre un verdict. Les spéripontins n'ont pas de réponse, ce qui est terrible, ce qui est tragique, parce qu'on a des morts, on a des années plus tard des gens qui se suicident, on a des gens qui restent malades toute leur vie, qui ont des rechutes. Il va falloir trouver d'autres hypothèses pour expliquer cette épidémie, cette contamination. Alors plusieurs vont surgir. Celle qui serait la plus plausible, c'est celle du panogène. Le panogène, c'est un produit, un fongicide appliqué sur les céréales et qui permet donc de détruire justement ces toxines comme l'ergot de seigle, notamment et surtout pour la conservation des grains. Et ce panogène est à base de mercure et le mercure, lui aussi, à dose relativement élevée, entraîne des effets hallucinogènes. Il y a une théorie autour de l'eau qui aurait pu être empoisonnée dans le château d'eau de Pont-Saint-Esprit. C'est une théorie dont on a parlé au début et qui assez vite est contredite par le fait que finalement c'est pas toute la ville qui est touchée par ce mal. Une autre théorie que moi je trouve intéressante vient sur le blanchissement de la mie du pain. Le boulanger utilisait un agent pathogène qui s'appelle l'agène pour blanchir sa mie. Ça peut paraître un peu bizarre, mais à l'époque, plus votre mie était blanche, plus votre pain était réputé bon et plus vous en vendiez. Et le boulanger en question, dont le pain est le principal suspect dans cette affaire, était réputé pour avoir une mie extrêmement blanche. L'agène, le padogène ou encore le mercure, tout a été envisagé. Pourtant, en 1965, l'énigme du pain maudit de Pont-Saint-Esprit est classée sans suite par la justice. Mais des années plus tard, l'affaire va connaître un ultime rebondissement. En 2009, le livre d'un journaliste américain va émettre une thèse pour le moins surprenante. Alors en 2009, coup de théâtre à Pont-Saint-Esprit, coup de tonnerre, coup de semonce. Un journaliste américain du nom d'Al Barilli fait paraître un livre qui s'appelle donc A Terrible Mistake, dans lequel il affirme que Pont-Saint-Esprit n'a pas été contaminé de manière accidentelle par la farine, par l'ergot de seigle, mais bien par la CIA qui voulait procéder à des expérimentations. L'idée, ce serait qu'il aurait eu accès à des archives déclassifiées du gouvernement américain, dans lesquelles un biologiste ou un chimiste qui fait partie de la CIA évoque l'incident de Pont-Saint-Esprit. Et donc la théorie, la thèse défendue par Hank Albarelli, c'est que c'est l'État américain qui est responsable de ce qui s'est produit à Pont-Saint-Esprit et que les États-Unis ont testé le LSD comme arme de guerre en pulvérisant du LSD sur la ville par voie aérienne. Et que ce serait ce qui aurait causé les symptômes et les effets parfois à très long terme qui ont frappé plusieurs dizaines de spéripontins. La ville aurait-elle été victime d'expériences militaires menées par les États-Unis? En 2009, à Pont-Saint-Esprit, cette thèse fait débat. Mais pour les historiens, la théorie d'un empoisonnement par une puissance étrangère ne tient pas debout. Quand ça sort, cette affaire-là, ça fait un peu l'effet d'une bombe. C'est une affaire qui était un peu tombée dans l'oubli, qui était restée une forme de cold case, dont on parlait plus forcément beaucoup. Donc là, évidemment, ça a posé beaucoup de questions dans la vie de Pont-Saint-Esprit, mais aussi sur les historiens, les biologistes qui ont travaillé sur cette affaire-là. Il y a une espèce de consensus là-dessus, en disant que cette histoire-là est manifestement un peu trop grosse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est en pleine guerre froide. Donc on imagine mal les États-Unis procédant à un essai chimique sur un pays allié. Seconde hypothèse, c'est qu'en fait, s'il y avait vraiment eu une pulvérisation au-dessus de la ville, elle aurait touché l'intégralité des habitants.
Cette ultime théorie a fait renaître l'espoir de trouver un jour la clé de cette mystérieuse énigme. Mais en 2022, rien ne permet aux habitants d'espérer être un jour délivrés de cet effroyable souvenir. Certains y croient, certains sont vraiment sûrs en se disant ça y est, on a enfin trouvé, puisque après 50 ans de mystère, on avait une théorie clé en main qui arrivait pour expliquer ce qui s'était passé. D'autres restent beaucoup plus sceptiques. Pour être franc, pour en avoir discuté avec pas mal de spiripontains, notamment des témoins de l'époque, ils y croient pas vraiment. Cette théorie de l'intoxication volontaire des États-Unis sur le village de Pont-Saint-Esprit, elle a encore ses détracteurs, mais là, il y a encore des gens qui y croient. Et je crois que c'est dans la droite ligne de cette affaire de Pont-Saint-Esprit. On ne saura vraiment jamais ce qui s'est passé. Et ça restera, à mon avis, une des plus grandes énigmes médicales du XXe siècle. Plus de 70 ans après cette terrible nuit de l'Apocalypse, la ville de Pont-Saint-Esprit reste marquée par cet épisode traumatisant. Certains habitants affirment avoir connu des crises de délire toute leur vie. Aujourd'hui encore, personne n'est parvenu à déterminer la cause de ces mystérieux événements. Septembre 2012, aux États-Unis. Ce jour-là, une théologienne américaine, Karen Elking, va relancer un débat mondial vieux de plusieurs siècles. La question agite la chrétienté depuis sa création. Quel était le rôle de Marie-Madeleine auprès de Jésus-Christ ? Ça a permis probablement à des gens de relancer donc un débat, et en particulier des débats de spécialistes, puisqu'il est marqué que c'était l'épouse de Jésus. Comment Marie-Madeleine est-elle devenue l'une des figures les plus manipulées de l'histoire ? Elle est aussi dépeinte de façon très charnelle, une longue chevelure, un corps avenant, et évidemment ça fascine parce qu'elle a quelque chose de plus païen finalement par certains aspects que chrétien. Pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle toujours dérangé le Vatican ? Il est impensable d'accepter l'idée que Jésus et Marie-Madeleine aient pu être mari et femme et fonder une famille, parce que ça va à l'encontre des Écritures. Retour sur Marie-Madeleine, ce personnage dont le rôle auprès de Jésus reste une véritable énigme. « 18 mars 2003. Dans toutes les librairies des États-Unis, un livre s'apprête à devenir un véritable best-seller. Cette œuvre signée Dan Brown, c'est le Da Vinci Code. Ce livre de fiction propose une version d'une histoire d'amour fantasmée depuis toujours, celle de Jésus et Marie-Madeleine. Da Vinci Code, c'est un roman. Et c'est un roman qui va avoir un succès énorme parce qu'au centre de cette intrigue, il y a l'idée que Marie-Madeleine était la femme de Jésus et qu'ils ont eu une descendance cachée. Dan Brown, quand il écrit le Da Vinci Code, il va s'appuyer sur l'évangile de Philippe, qui est un évangile qui a été découvert en 1945. Et donc, c'est assez révolutionnaire, cet évangile de Philippe, parce que ça donne une autre image de la relation de Jésus avec les femmes, et notamment avec les disciples femmes qui l'entouraient, et où il y a une liberté, une proximité, ce qui était quand même assez rare pour l'époque,
Et on découvre aussi qu'il y a des écrits sur la sexualité et sur les relations entre hommes et femmes. Ce roman est un best-seller qui va être ensuite adapté en film et ça a relancé le débat autour de Marie-Madeleine. C'est un débat qui était déjà présent puisque si on remonte dans le temps, une vingtaine d'années plus tôt, il y avait un livre qui avait été un best-seller également, L'énigme sacrée, qui avait été publié à Londres en 1882 et qui racontait exactement la même chose mais sous forme d'essai historique en fait. On n'était pas dans une fiction. Et on voit au succès de ces deux livres que le sujet de Marie-Madeleine, il passionne les foules régulièrement, il revient sur le devant de la scène, régulièrement il recrée le scandale avec cette hypothèse d'une descendance possible de Marie-Madeleine et de Jésus, et régulièrement on se pose la question sur qui était cette femme. Écoulée à plus de 80 millions d'exemplaires, l'œuvre de Dan Brown mélange fiction et données historiques. Le livre va créer une communauté de fanatiques. Pour eux, cette histoire révèle l'existence d'un secret caché depuis toujours par l'Église. Le livre a un énorme retentissement parce que ça parle aux gens et c'est surtout la mise en lumière d'un secret et de quelque chose qui a été occulté pendant des milliers d'années. Or, dans le dogme de l'Église catholique, tel qu'il a été formulé, Jésus ne peut être marié, pour la simple raison qu'on interdit aux prêtres de se marier. Et si on reconnaissait officiellement que Jésus était un homme comme les autres et avait de l'amour pour une femme, et en plus peut-être aurait-il épousé cette femme, eh bien c'était pas du tout envisageable pour l'Église. Dan Brown a eu une très belle audience mondiale et ça a contribué à populariser cette idée. Cet incroyable succès révèle notre fascination pour une femme, Marie-Madeleine. Prostituée, noble, apôtre, femme de Jésus, ce personnage mythique de la Bible a revêtu tous les rôles qu'on lui a imposés. Marie-Madeleine revient régulièrement à la mode parce que c'est une femme qui est fascinante à plus d'un titre en fait. Dans le panthéon chrétien, elle détonne puisqu'on est habitué à voir des saints plutôt tournés vers le ciel, très éthérés. Et Marie-Madeleine, c'est ça bien sûr puisqu'elle incarne cet idéal spirituel du christianisme, mais c'est aussi une femme qu'on identifie à une prostituée. Du coup, elle est aussi dépeinte de façon très charnelle, une longue chevelure, un corps avenant. Et évidemment, ça fascine parce qu'elle a quelque chose de plus païen finalement par certains aspects que chrétien, et donc elle intrigue. Et puis on s'interroge aussi sur qui elle était vraiment, parce qu'il y a un véritable mystère autour de Marie-Madeleine. Pourquoi le rôle de Marie-Madeleine suscite-t-il autant de questions? Cette femme est citée depuis toujours dans les écrits bibliques. Elle se trouve aussi parmi les 12 apôtres présents sur la scène, ce tableau énigmatique de Léonard de Vinci. On peut donc légitimement penser qu'elle faisait partie du premier cercle de Jésus-Christ. Marie-Madeleine, il y a une grande question sur son identité. Incontestablement, c'est la femme qui apparaît dans les évangiles sous le nom de Marie de Magdala. C'est une femme sur laquelle finalement on sait très peu de choses, sinon qu'elle est originaire d'une ville, Magdala, qu'on identifie à une ville que les historiens grecs appellent Tariké. Marie-Madeleine était la sœur de Marthe et de Lazare. Et donc, lorsque Jésus prêchait, bien évidemment, il soignait aussi. Il était assez, par moments, probablement fatigué. Et il aimait à se retirer loin de son environnement de prêche. Et il se retirait chez Marthe, qui avait des biens immobiliers et qui gérait comme des sortes d'hôtels. Et donc, se retirant chez Marthe, il a rencontré donc sa sœur Marie-Madeleine, qui était beaucoup plus jeune. Elle avait une quinzaine d'années à peu près. Donc ensuite, certainement fascinée par Jésus, elle a suivi comme les autres apôtres et elle était toujours près de lui de façon extrêmement régulière. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est une femme qui est relativement aisée, qui a une posture sociale. Comment on le sait? Eh bien parce que les évangiles précisent qu'elle faisait partie des femmes qui assistaient Jésus de leurs biens. Donc elle finance en fait Jésus et ses disciples. Ça, c'est très important parce que ça lui donne une stature sociale. C'est pas une femme du peuple, c'est une femme qui a une certaine importance sociale. Autre élément, 2 textes évangéliques précisent que Jésus l'a guérie de 7 démons. Donc elle fait partie des femmes qui auraient été guéries par Jésus.
la Bible, on nous dit que Marie-Madeleine a été libérée des 7 démons, ce sont les ancêtres des 7 péchés capitaux. C'est-à-dire que d'un point de vue philosophique, ce sont les manifestations de ce que nous devons dépasser pour atteindre une sorte de nirvana, pour atteindre une sorte de félicité quelque part. C'est dans ce sens que nous devons prendre la guérison de Jésus. Malgré ce rôle prépondérant dans la communauté créée par Jésus, Marie-Madeleine est souvent mise de côté dans les écrits bibliques. Pourtant, un événement majeur la place au centre de la chrétienté. C'est un personnage fondamental. Le Christ ressuscité choisit d'apparaître en premier à Marie-Madeleine. Et c'est Marie-Madeleine qui est chargée à ce moment-là d'aller annoncer la nouvelle de sa résurrection aux autres disciples. Donc à ce moment-là, Jésus fait clairement d'elle l'apôtre des apôtres. Il faut distinguer les disciples qui étaient les personnes qui écoutaient Jésus, qui suivaient son enseignement, qui mettaient en pratique, et les apôtres qui ont été chargés de répandre son message en fait. Certains disciples sont devenus des apôtres, donc ils ont été le vecteur de l'enseignement de Jésus. Et Marie-Madeleine, c'est elle qui est finalement par cette déclaration de la résurrection de Jésus à la tête des apôtres. Donc un rôle majeur dans les évangiles, mais un grand mystère, puisque après cet épisode, elle disparaît brusquement. Tous les textes qui succèdent aux évangiles taisent son nom, comme si elle n'avait jamais existé. Donc on a l'impression qu'on a camouflé cette femme, qu'on a essayé de cacher quelque chose autour d'elle, et évidemment ça suscite l'interrogation, le mystère et donc l'intérêt. Le statut de Marie-Madeleine auprès de Jésus aurait-il été plus important que l'Église le prétend? Au cours du XXIe siècle, des théologiens renommés vont s'appuyer sur des textes anciens pour tenter de percer ce mystère. En 2012, un étrange papyrus apparu aux États-Unis va semer le trouble. En 2012, une théologienne américaine, très courageuse d'ailleurs, qui s'appelle Karen King, va recevoir un tout petit morceau de papyrus sur lequel est écrit une phrase « Et Jésus leur dit « ma femme ». Et elle va être éblouie par ce papyrus. Elle va même aller lire ce bout de papyrus à un congrès de Rome devant 300 personnes extrêmement érudites qui vont qui ne peuvent pas la croire en fait. Pour eux, c'est trop beau pour être vrai. Régulièrement, le débat revient sur la proximité entre Jésus et Marie-Madeleine et le fait que Marie-Madeleine pourrait être la femme de Jésus. Et dans cet écrit-là, Jésus déclare, en s'adressant à Marie-Madeleine, « ma femme ». Et il n'y a pas d'ambiguïté. C'est vraiment ma femme au sens marital du terme. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Donc ce texte, quand on l'a exhumé, a fait sensation. Il faut comprendre que c'est un tout petit bout de texte, puisqu'il fait 7 cm,6 avec une largeur de 2 cm,8. Donc c'est vraiment une toute petite bande. Donc effectivement, il y a une controverse qui est née, parce que d'abord, on n'a pas la traçabilité, et il y a des choses qui sont incohérentes au niveau de la grammaire. Donc c'est des discussions manifestement de spécialistes. Premier élément troublant, son propriétaire a toujours souhaité rester anonyme. Ce fragment de papyrus va être analysé par des experts. Leur verdict est sans appel. Ce texte serait un faux quasi parfait. D'après eux, le faussaire auteur de cette tromperie aurait commis des erreurs grammaticales en langue copte. En tout cas, c'est vrai que le papyrus peut être crédible et d'ailleurs, des experts ont certifié qu'il était vraiment d'époque. Après, le Vatican a dit que l'écriture était beaucoup trop mauvaise sur le plan grammatical pour que ce soit vraiment un papyrus authentique. Et en fait, après, le carbone 14 a aussi daté ce papyrus comme étant plutôt ancien. Ils ont été jusqu'à analyser l'encre, qui était elle aussi ancienne. Alors c'est un véritable tour de passe-passe, mais il aurait pu, et ça aurait été extraordinaire que ce papyrus soit réel, parce que c'était une ultime preuve. Mais de fait, c'est un faux. Il semblerait que le support soit effectivement authentique, mais que le texte ait été trafiqué, comme les faussaires savent le faire de façon assez fine. Donc,
Cet élément-là, aujourd'hui, est regardé avec beaucoup de suspicion et il n'y a plus grand monde pour défendre son origine authentique. En 2013, à Londres, l'archéologue israélien Simcha Jacobovici sort son livre « The Lost Gospel ». Il soutient la thèse du couple formé par Jésus et Marie-Madeleine. Son œuvre s'appuie sur l'étude minutieuse de livres datant du VIe siècle. Mais là encore, le texte serait sujet à interprétation. Face à ces révélations, le Vatican maintient une position stricte. Pour l'Église de Rome, Jésus, fils de Dieu, n'a pas pu vouer son âme à une relation amoureuse. Le Vatican sur Marie-Madeleine, il est dans la négation de toute possibilité d'un lien charnel entre Marie-Madeleine et Jésus. C'est-à-dire que dès que ce sujet-là est abordé, eh bien, le Vatican a une posture qui est très claire. C'est impossible. Jésus a vécu seul, il n'a pas eu de femme. Donc tout texte qu'on pourrait présenter comme prouvant cette union de Jésus et de Marie-Madeleine est forcément un faux. Il y a un vrai tabou, en fait, pour comprendre pourquoi c'est grave pour certains de supposer que Marie-Madeleine ait été la femme de Jésus, c'est qu'il y a un vrai tabou sur la nature du Christ. C'est-à-dire qu'on a eu une division très précoce dans le christianisme entre plusieurs courants et qui ne s'accordaient pas sur le statut à accorder à Jésus. Et donc la vision qui a triomphé, qui est celle de l'Église de Rome, c'est un Dieu fait homme. Jésus est conçu comme quelqu'un de particulier. Alors certes, l'Église proclame « il s'est fait homme », mais elle lui donne un statut divin. Et à partir de là, il ne doit pas être touché. Il ne doit pas être touché par ce qui nous touche, nous, hommes de ce monde. Et donc, il ne doit pas avoir de femme. Les écrits bibliques ont donc décidé qu'il y aurait deux types de femmes dans la religion chrétienne. Il y aurait l'image de la Vierge Marie, c'est-à-dire la maman de tout le monde, et d'une certaine manière, la maman est la putain, si je puis dire. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas reconnaître à une pécheresse une aura telle que celle de Marie-Madeleine. Cette femme au rôle mystérieux semble avoir toujours été une véritable source d'inquiétude pour le Saint-Siège. Au fil des siècles, le dogme de l'Église s'est imposé comme vérité absolue. Mais cette pensée semble avoir été exclusivement véhiculée par des hommes soucieux de préserver une religion sans faille. Évidemment, le Vatican, qui, avec une longue succession de patrons de l'Église, donc de papes, avait rejeté, avait cherché à dénigrer Marie-Madeleine, puisque c'était la pécheresse aussi, etc. Donc ils avaient choisi donc un dogme, une ligne de conduite où Jésus était évidemment le Fils de Dieu, donc quasi Dieu lui-même, et il avait de très haute spiritualité, la chair ne l'intéressait pas nécessairement. Donc ce dogme, il a été développé parce qu'on était parti dans une direction et il n'était pas question de changer. Donc ça, dans l'Église, ça a été évidemment un sujet. L'Église était dirigée par des hommes. La Bible a été écrite par des hommes. Ce sont des sociétés patriarcales dans lesquelles la femme n'a aucune place. On ne peut pas imaginer une femme l'égale de Jésus, c'est absolument impensable. Il est impensable d'accepter l'idée que Jésus et Marie-Madeleine aient pu être mari et femme et fonder une famille, parce que ça va à l'encontre des Écritures. Et que si on veut évangéliser les gens et faire en sorte que les gens s'améliorent, on se doit d'être au-dessus de l'humain. Et Jésus est présenté comme le Fils de Dieu incarné dans la matière, incarné dans une vie d'homme, mais sans les passions de l'homme. Pourquoi l'aspect charnel de leur relation a toujours été nié par les Saintes Écritures? Aujourd'hui, rien ne contredit une éventuelle relation impliquant corps et âme entre Jésus et Marie-Madeleine. À y regarder de plus près, certains événements pencheraient même en faveur de cette théorie.
L'Église a voulu dire que c'est une relation strictement spirituelle. Bon, on ne voit pas du tout pourquoi elle ne serait que sur le plan spirituel ou platonique. Il est bien évident que probablement ils avaient une liaison charnelle. Elle a été donc près de Jésus, et si on s'en tient aux évangiles donc canoniques, Marie-Madeleine était au pied de la croix lorsque Jésus a été crucifié. Et donc Marie-Madeleine a suivi son calvaire. Quelle femme, autre qu'une épouse, accompagnerait son compagnon jusqu'au bout? Pas une voyeuse, pas une amie, mais non, ils avaient une relation fusionnelle, et donc elle l'a accompagné sur la croix. Je pense que c'est pour ça qu'on a renié Marie-Madeleine, parce qu'on a voulu faire de Jésus un homme qui était sans passion amoureuse. Et donc, à partir du moment où on a considéré que Jésus ne pouvait pas aimer une femme, on a complètement nié le côté charnel de leur relation. Il n'y a pas d'évocation d'une descendance de Jésus. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, puisqu'il faut bien comprendre qu'on a eu des pertes documentaires absolument énormes. En matière de preuves historiques anciennes, on n'a pas de traces de ça. Beaucoup de textes anciens ont été brûlés, ont été détruits. Donc à partir de là, on raisonne sur des fragments d'un immense puzzle dont on n'a que quelques pièces. Il y a une espèce de tabou là-dessus, ce qui fait que les réactions peuvent être très fortes. Dire que Jésus s'est marié, pour certains, c'est porter atteinte à la divinité de Jésus. Selon la légende, Marie-Madeleine aurait terminé sa vie en Provence, dans la grotte de la Sainte-Baume. Son statut n'a jamais été totalement éclairci par l'Église. En 2016, le pape François a créé une fête à son nom. Un premier pas pour lui rendre toute sa place dans la religion catholique. « 1745. Voltaire, célèbre philosophe des Lumières, fait paraître un livre dans lequel il évoque le terrible destin d'un homme enfermé une partie de sa vie pour des raisons obscures. Cet ouvrage va définitivement ancrer la légende du masque de fer dans l'imaginaire collectif. Le masque de fer est devenu une légende et un mythe jusqu'à nos jours parce que les romanciers s'en sont emparés. C'est aussi une énigme qui prête à toutes sortes d'interprétations. Comment l'identité de cet homme a-t-elle pu être conservée secrète? Louis XIV, c'est ça. C'est quelqu'un qui va dominer au travers du secret. Il prend des décisions, et comme il est le seul dans son pouvoir absolu, il n'a à s'en référer qu'à Dieu. La légende du masque de fer ne serait-elle pas une pure invention? On a trouvé, soi-disant, dans les papiers de la Bastille, un ordre d'arrestation de Fouquet arrivant avec un masque de fer. Voilà. C'est un faux, bien entendu. Retour sur l'incroyable légende du masque de fer. L'histoire d'un homme enfermé en secret pendant plus de 30 ans. « 30 avril 1687, dans le sud de la France. Ce jour-là, un mystérieux convoi mené par un geôlier du nom de Saint-Marc se rend sur l'île de Sainte-Marguerite au large de Cannes. Il est accompagné de 45 soldats du roi. Ils escortent un seul prisonnier. Selon la rumeur, son identité doit absolument être préservée. La légende du masque de fer, elle naît
précisément le 30 avril 1687, quand on voit débarquer sur l'île Sainte-Marguerite un prisonnier étonnant parce que porteur d'un masque d'acier sur le visage. Cette légende va naître en fait du transfèrement d'un prisonnier d'un petit fort alpin qui s'appelle Exil, petit port français, à l'île Sainte-Marguerite, donc en 1687, avec son gouverneur, avec une compagnie franche, c'est-à-dire une compagnie qui dépend uniquement du gouverneur, de 45 hommes, et un mode de transport tout à fait particulier qui est une chaise à porteur. Et cette chaise à porteur, elle a cette caractéristique qu'elle est couverte de toile cirée. Étant couverte de toile cirée, évidemment, l'homme qui se trouvait à l'intérieur avait beaucoup de mal à respirer. Et il fallait de temps en temps, aux étapes, notamment à Grasse, ouvrir la porte, permettre à l'homme de sortir. Et que voit-on? Un homme de grande taille, avec des cheveux blancs, et puis avec un masque d'acier sur le visage. Et là, évidemment, les habitants sont interloqués, se mettent à parler, on est en Provence, on raconte tout de suite des légendes. Ce transfert devait rester secret. Mais la nouvelle va traverser le royaume et parvenir jusqu'aux oreilles d'un groupuscule opposé à la monarchie absolue, les jansénistes. Ce courant de pensée édite des pamphlets. Ils se répandent sous le manteau partout en France. Le mouvement va s'empresser de diffuser la nouvelle de ce mystérieux convoi. Après l'arrivée, au mois d'avril de cette année, d'un mystérieux prisonnier à l'île Sainte-Marguerite, il y a une petite gazette à la main qui circule dans les milieux jansénistes et qui annonce l'arrivée de ce mystérieux prisonnier portant un masque d'acier sur le visage. Et on ajoute que ce prisonnier n'a qu'à dire son nom pour qu'il soit immédiatement exécuté. Donc c'est quelque chose d'assez effrayant, un homme qui a un masque d'acier, c'est pas un masque de velours, c'est un masque d'acier, et il est menacé de mort s'il donne son nom, donc il y a un secret qui est attaché à cet homme. Alors là, stupeur et tremblement. Qu'est-ce que c'est? Et là, la France entière, grâce à cette gazette, découvre ce masque de fer dont on n'avait pas entendu parler, qu'on ne savait pas. Là, ça met un coup dans l'aile du régime. Et ça se répand comme une traînée de poudre. Au XVIIe siècle, tout le royaume en parle. À cette époque, le pouvoir est détenu par Louis XIV, le monarque de tous les superlatifs. Son pouvoir absolu rayonne sur la France. La rumeur et le secret sont érigés en religion. On est dans l'Ancien Régime, sous un régime de monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi ne dépend que de Dieu, il ne tient son épée que de Dieu, dirait Louis XIV. Donc c'est un régime très différent de nos sociétés démocratiques. Il n'y a pas de système de liberté, de protection de la liberté individuelle. Et le roi est maître de toute justice. En revanche, il ne peut pas donner l'ordre de tuer. J'ai jamais trouvé le moindre ordre d'exécuter quelqu'un signé du roi ou même de ses ministres. Louis XIV, c'est ça. C'est quelqu'un qui va dominer au travers du secret. Il prend des décisions, et comme il est le seul dans son pouvoir absolu, il n'a à s'en référer qu'à Dieu. Il y a le fameux cabinet noir ou secret des postes. Donc c'est un service d'espionnage qui est utilisé vraiment à profusion depuis Richelieu. On va en fait chercher à intercepter les courriers pour déjouer des complots contre la sûreté de l'État. Et à travers l'interception des courriers, il pense glaner des informations potentiellement confidentielles que les grands du royaume, parfois un petit peu tête en l'air, s'échangent l'un et l'autre. Le roi décide de tout et ne rend compte de rien. L'emprisonnement de cet homme masqué est donc aussi le reflet d'une époque.
Pour tenter de percer l'identité de ce personnage au destin tragique, nous allons suivre son parcours de prisonnier. Tout commence à la prison de Pignerol en janvier 1666. Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc, mousquetaire du roi, est le gouverneur de cette forteresse située dans les Alpes italiennes. Bénigne d'Auvergne, c'est un roturier qui prend le nom de Saint-Marc. Très rapidement, il va servir dans les armées et deviendra mousquetaire dans la compagnie du fameux d'Artagnan. Il va faire ensuite tout le reste de sa carrière comme geôlier sur la recommandation de d'Artagnan. C'est un homme rigide, austère, fidèle, très obéissant aux ordres du roi, scrupuleux. Saint-Marc, c'est un homme qui va avoir la particularité de garder des prisonniers plutôt VIP, ou en tout cas des sujets sensibles. C'est-à-dire qui ont souvent été mis là par ordre du roi sur lettre de cachet. Dans cette forteresse-là, il faut savoir qu'il n'aura pas plus de 10 prisonniers à garder. À Pignerol, on a un espion, l'espion du Breuil, on a le moine Lapierre, 2 VIP, de grands VIP, le duc de Lauzun, et on a aussi Nicolas Fouquet, surintendant qui se retrouve là sans savoir pourquoi, avec ses 2 valets, qui sont Larivière et Champagne. Pour des raisons obscures, tous ces détenus doivent absolument être éloignés de la cour. En 1669, sur ordre direct du roi, un nouveau prisonnier est envoyé à Pignerol. À cette époque, Louis XIV et son ministre Louvois sont les seuls personnages du royaume à connaître les raisons de cet enfermement. Eustache d'Angers, c'est un cas particulier, parce que c'est un simple valet. Alors qu'est-ce qu'un simple valet a pu faire à Louis XIV pour être emprisonné comme ça par lettre de cachet au milieu des grands noms comme Nicolas Fouquet ou le duc de Lauzun? Ce personnage arrive de Calais, mais apparemment il détient un secret important, puisqu'on demande à M. de Saint-Marc de prévoir un endroit où il y aura suffisamment de portes pour qu'on ne puisse pas entendre ce que le prisonnier voudrait crier. Et puis que lui-même ne l'interroge pas et le menace de mort si jamais il ouvre la bouche. Pendant plusieurs années, ce prisonnier, résigné, va vivre dans l'isolement. Et puis, à partir de 1675, étrangement, à la suite d'une demande de Saint-Marc, Louvois va autoriser à mettre Eustache d'Angers, valet, au service de Nicolas Fouquet, qui vient de perdre un de ses valets. Avec des instructions quand même très sévères, en disant il faut que cet homme ne parle à personne. Les 2 valets, Larivière et Eustache d'Angers, sont désignés au service de Nicolas Fouquet jusqu'en 1680, date officielle du décès de l'ancien surintendant des finances de Louis XIV. Mais dès cette disparition, les 2 valets vont mystérieusement être effacés des registres de la prison. Ces gens vont disparaître totalement des contrôles des prisons. On ne les nomme plus, on les appelle messieurs de la tour d'en bas. Donc il y a un grand secret qui tourne autour. Au fond, ce sont des prisonniers qui ne doivent plus exister. Finalement, il n'y aura plus Eustache d'Angers mentionné dans les registres, il n'y aura plus que messieurs de la tour d'en bas, c'est-à-dire les 2 valets. Aux yeux du monde, ces 2 hommes ont disparu. Plus personne ne se soucie de leur sort. En 1681, les 2 détenus sont transférés à la prison d'Exil, toujours gardée par Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc. D'après les lettres échangées entre le geôlier et le ministre Louvois, le valet Larivière décède le 3 janvier 1687 à la prison d'Exil. Eustache d'Angers devient donc le seul et unique détenu, celui qui sera transféré à l'île Sainte-Marguerite le 30 avril 1687. L'un des 2 meurt, c'est le premier valet Larivière, et reste donc seul Eustache d'Angers. Monsieur de Saint-Marc demande tout le temps, constamment, à changer
de geôle, qui n'a cessé de demander à Louvois des permissions de temps en temps, d'aller voir le duc de Savoie, d'aller à la chasse, à l'ours, dans les Alpes. Il s'ennuie terriblement dans ce donjon où là, 45 hommes. Et donc, un fameux jour d'avril, on est à la forteresse d'Exilles, et cette fois, ils vont à l'île Sainte-Marguerite. D'Exilles dans les Alpes à Sainte-Marguerite, il y a du chemin. Donc, on va faire des étapes, évidemment. Alors, on va essayer de voyager de nuit pour éviter les soupçons, etc. Toujours, on reste dans le secret. Sauf que, évidemment, aux étapes, il y a quand même des badauds. Et là, on va voir un homme dans une chaise à porteur, gardé par 50 soldats. Cette chaise à porteur recouverte d'une toile cirée pour ne pas voir le précieux contenu. Et quand il sort aux étapes, on voit un homme masqué. Et ça, pour la première fois, tout le monde voit un homme masqué. Selon toute vraisemblance, Eustache d'Angers serait bien l'homme caché sous cette fameuse toile cirée. Le masque de fer serait donc un valet voué au silence et emprisonné depuis 1669 pour de mystérieuses raisons. Pour Jean-Christian Petit-Fils, sa détention serait liée à un secret d'ordre diplomatique. Mais il reste quand même quelque chose d'important que nous ne connaissons pas, c'est la raison pour laquelle il a été enfermé. Il y a un mystère, ce mystère. Il n'est peut-être pas si important qu'on le croit. Moi, je pense qu'il est lié à des questions de négociations diplomatiques à ce moment-là, puisqu'il est arrêté à Calais fin juillet, et que se déroulaient à ce moment-là, entre la France et l'Angleterre, des négociations ultra secrètes, ce qu'on appelle le grand secret, entre Charles II d'Angleterre et Louis XIV. Il y avait des échanges pour entraîner Charles II dans la guerre de Hollande. Louis XIV préparait la guerre de Hollande et il avait besoin de l'alliance de l'Angleterre. Et je pense qu'il y a eu des documents, écrits en français d'ailleurs, qui ont circulé. Et on peut supposer, c'est une hypothèse, que Eustache d'Angers était un valet, peut-être un intermédiaire, en tout cas, entre Louis XIV et Charles II, et qu'il a vu ces documents. Et c'est de là qu'on a décidé de l'arrêter et de l'interner pour le reste de ses jours. Cette hypothèse offre une raison crédible à cette cruelle détention. Pourtant, par manque de preuves formelles, les siècles suivants ont vu naître les théories les plus incroyables et romanesques sur l'identité du masque de fer. On a voulu voir un frère jumeau de Louis XIV parce qu'on connaissait aussi la susceptibilité de Louis XIV, son côté accroché au pouvoir. Donc il donnait prise aussi à ce genre de mythe. On a plein de théories. On a d'abord les Hollandais qui sont en pleine guerre de Hollande, qui ont intérêt à faire une propagande contre Louis XIV et qui vont dire Louis XIV est un fils illégitime et le masque de fer, c'est un des amants d'Anne d'Autriche, qui serait le vrai père de Louis XIV, donc il est illégitime. Pourquoi pas Nicolas Fouquet, dont on a vu que les conditions de mort, il y a tout un flou autour de lui. Fouquet décède officiellement en 1680 dans la prison de Pignerol. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur cette mort. Il serait mort d'une longue maladie, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc c'est ce mystère qui plane un peu sur sa mort qui va ouvrir toutes les hypothèses et qui va le désigner comme candidat premier à l'identité du masque de fer. La légende de Nicolas Fouquet comme masque de fer, elle naît sous la Révolution. On a trouvé, soi-disant, des papiers de la Bastille, mais il faut bien voir qu'il est né en 1615, que s'il mourait en 1703, il aurait eu 88 ans, alors qu'il était déjà exténué. Malgré le temps et les nombreuses archives conservées par la France, les historiens continuent de douter, car rien officiellement ne permet de démasquer le masque de fer. Certains soupçonnent le geôlier Saint-Marc d'avoir participé à la création du mythe. Habitué à avoir des détenus prestigieux, sa vanité l'aurait poussé à fabriquer ce personnage détenteur d'un secret d'État. Il n'a jamais eu la moindre instruction de dire que vous devez masquer le visage du prisonnier. Non, il va mettre un masque d'acier.
pour faire croire que c'est un personnage très important. Il va utiliser une chaise à porteur. Et la chaise à porteur, c'est un signe d'une personne très riche qu'on transporte, une femme noble ou un haut personnage. Donc, tout cela fait exploser les rumeurs autour de ce personnage très important. Tout cela valorise Monsieur de Saint-Marc, qui est un homme très, très vaniteux, très attaché à ses fonctions. Après l'île Sainte-Marguerite, l'homme sans visage et sans nom est transféré à la prison de la Bastille. Là encore, son identité va rester secrète jusqu'à son décès dans l'anonymat le plus total, le 19 novembre 1703. La Bastille, qui a été une forteresse avant d'être une prison, puis a été dévolue en fait aux prisonniers d'État. Donc c'était vraiment une prison sur laquelle les gouvernements successifs ont insisté pour faire planer un voile de mystère. Les prisonniers ne doivent pas être en contact avec le monde extérieur. Le secret et le mystère doivent être votre devoir premier. Malgré la curiosité que peuvent témoigner, que ce soit les agents de garnison ou les badauds, les curieux, personne ne va pouvoir savoir qui il est. Pourquoi? Parce que déjà, il y a très peu de monde qui est au courant. Et même quand il meurt en 1703, il arrive à la messe, il se sent mal dès le matin. Il va décéder à 10 h le soir. Le lendemain, on va l'enterrer dans la paroisse de la Bastille, à Saint-Paul-des-Champs, dans le cimetière. Et sur l'acte de décès, on marque un individu d'une 45 ans à peu près. On va brûler tous ses effets personnels, ses vêtements, tout. Sa cellule va être complètement raclée, va être ensuite recouvert à la chaux. On efface toute trace. Le masque de fer est enterré avec son secret. Au cours des siècles suivants, le masque de fer fera l'objet de livres et adaptations cinématographiques. Pourtant, le temps et le manque de preuves formelles ont permis à cet homme de connaître diverses identités. Aujourd'hui encore, le doute plane sur le nom de ce personnage au destin tragique.